Découvrez comment Excel peut révolutionner votre travail. Cette formation vous dévoile les bases pour devenir expert en gestion de données, des formules puissantes pour analyser et transformer vos tableaux, des techniques avancées de visualisation percutantes, des astuces d'automatisation pour économiser des heures chaque semaine. Ne manquez pas l'occasion de faire d'Excel votre super pouvoir au quotidien. Vous êtes prêts? Allons-y. On commence par la validation de données. Alors la validation des données vous sera très utile. Voyons cela ensemble, encore une fois, avec plusieurs cas concrets. Premier cas concret, vous devez récolter les votes d'un jury d'un concours d'artistes. Il y a 15 artistes. Chaque artiste a son numéro et chaque membre du jury doit choisir son candidat préféré en donnant le numéro approprié. Donc, vu qu'il y a 15 artistes ici, nous ne devrions accueillir qu'un chiffre ou nombre entre 1 et 15. Pas moins, pas plus, pas de nombre à virgule, bien évidemment. Et nous allons donc utiliser la validation des données pour éviter toute erreur. Alors, sélectionnons les différentes cases qui doivent contenir ces données. Allons dans l'onglet « Données », ensuite dans « Validation des données » et là, dans les options, vous pouvez autoriser. Alors par défaut, Excel autorise tout. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez, sauf que nous allons lui dire que nous n'acceptons qu'un nombre entier, donc pas de nombre à virgule. Compris entre 1, vu que nous n'avons que 15 candidats, donc entre 1 et 15. Nous sommes d'accord. Cliquons sur OK. Et le résultat, c'est que si, par exemple, pour le premier membre du jury, il a choisi le candidat numéro 3, je tape 3, pas de souci. Par contre, si ici il a choisi, par exemple, le candidat 11 et que par mégarde je tape 21, là, à l'heure, Excel nous dit « Oh là, attention, il y a une erreur. La donnée ne correspond pas à ce que je suis censé autoriser. » Donc là, je dois annuler et taper autre chose. Si je mets 11, pas de problème. Donc, vous voyez, cela permet d'éviter toute erreur, surtout si vous avez de longs encodages à faire. Donc voilà, si je tape 0, erreur. Si je tape le candidat numéro 1, pas de problème, 11 et ensuite 15, là, tout va bien. Autre cas concret, vous êtes prof. Vous devez encoder les notes que vos étudiants ont reçues sur un maximum de 20 et là, il peut y avoir des chiffres après la virgule. Il peut y avoir des décimales. Dans ce cas-là, je sélectionne ceci, validation des données. Je choisis autoriser non pas nombre entier, mais décimal, pour qu'il accepte les chiffres après la virgule. Et le minimum que l'on peut avoir, c'est 0, le maximum, c'est 20 sur 20. Ok, alors si par exemple, notre premier étudiant a obtenu 13,60, pas de problème. Le deuxième, je teste, le deuxième est un échec, malheureusement, il a eu 9,89. Voilà, pas de souci. Par contre, si pour cet étudiant-là, par mégarde, je mets 22, là, problème, puisque c'est au-dessus de 20. Donc là, Excel le refuse. Bien évidemment, si je mets 20, pas de souci. Et voilà. Vous avez compris le principe. Donc, grâce à l'option décimale, allons, nous continuons. Autre cas concret, vous êtes propriétaire d'un magasin de vêtements et vos 5 clients doivent faire leur choix de taille de chemise. Alors ici, nous n'aurons que quelques possibilités de taille de chemise, disons de S à XL inclus, par exemple. Alors pour que ces cases ne contiennent que certaines données, comme toujours, allons dans « Validation des données » après avoir sélectionné les différentes cases. Et là, nous allons choisir « Liste », sauf qu'ici nous allons décocher « Liste déroulante » dans la cellule. Si vous voulez en savoir plus sur les listes déroulantes, c'est la vidéo précédente sur cette playlist. Mais voilà, ici, je décoche « Liste déroulante » et je vais noter dans « Source » seuls les caractères qui seront autorisés. Dans ce cas-ci, je vais mettre M, L, XL. Ce sont les 3 tailles qui sont autorisées. Notre stock ne contient que cela. Je clique sur OK. Et donc là, si je tape M, pas de souci, si je tape L, pas de souci non plus. Mais si je tape, par exemple, la taille S, là, problème, elle n'est pas dans la liste. Et attention, il y a un petit piège. Si, par exemple, là, je tape en minuscule M, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que c'est sensible à la casse, c'est-à-dire que dans ma liste, tout à l'heure, j'ai mis le M majuscule. Donc Excel attend le M majuscule. Si je veux taper à la fois des majuscules et des minuscules, eh bien, je dois ajouter dans la liste les mêmes caractères, mais en minuscules. Et c'est une erreur assez fréquente, notamment dans les examens. Donc, faites bien attention à cela. Voilà, et maintenant, vu que j'ai rajouté les caractères, si je tape M en minuscule, plus de problèmes, donc soyez bien attentifs à cela. Donc voilà, XL, pas de souci. Autre cas du même type. Si nous travaillons ici avec des tailles de pantalons, par exemple, nous n'avons en stock que les tailles 50, 52, 54, 56. Donc des nombres. Nous allons aussi utiliser la particularité de la liste, mais non liste déroulante. Donc, comme d'habitude, je sélectionne validation des données, autorisé, liste, liste déroulante. Je décoche si jamais ce n'est pas fait. Et ensuite dans source, c'est bien là. Je vais mettre mes différents nombres, donc 50, 52, 54, 56. Voilà. OK. Et là, ce sera le même principe.
Si je tape 54, pas de souci, mais si je tape 53, ah, il n'est pas dans la liste, donc problème, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Voilà. Alors, encore un autre cas. Des cases qui ne peuvent contenir que des dates ou que des heures et pas n'importe lesquelles. Imaginons, vous avez envoyé des colis à 5 clients et que ces colis ne peuvent avoir été livrés que durant une certaine semaine et durant les heures ouvrables, c'est-à-dire de 8h à 18h. Et donc vous voulez savoir quand les colis ont été réellement récoltés par ces clients. Donc on va commencer par les dates. Très bien, je sélectionne les différentes cases, validation des données, autorisé, date. Et là, je peux choisir une date de début et une date de fin. Donc, par exemple, si nous avons envoyé les colis entre le 1er janvier et ils ne peuvent les avoir reçus qu'au maximum une semaine plus tard. Donc, je veux mettre date de fin au 8 janvier 2020. OK. Donc si je tape, par exemple, réception le 3 janvier 2020, pas de souci. Si, par exemple, je tape le 3 janvier, mais petite erreur, je mets 2021, par exemple, là, il me dit problème, parce que ce n'est pas dans les différentes dates de notre semaine de notre liste. Et ainsi, il n'acceptera que les dates qui correspondent. Et c'est exactement pareil pour les heures. Je sélectionne les différentes cases, validation des données, autorisé, heure. Sauf qu'ici, attention, pour heure de début et heure de fin, si par exemple, je veux mettre de 8h à 18h maximum, pour le 8h, je vais mettre 8h. C'est important pour qu'Excel comprenne. Ne mettez pas de H ou autre là, il va afficher un message d'erreur. De même chose, 18h. Et donc vous avez compris que pour l'encodage, si je mets 8h45, Excel ne comprend pas bien. Je dois mettre 8. Donc ça, c'est la limite de la configuration par défaut. Je n'entre pas dans les détails. Alors, dernier cas concret et intéressant. Vous avez, par exemple, mis à disposition un livre d'or pour que les clients disent ce qu'ils pensent de votre établissement. Voilà, les différents clients peuvent mettre un petit commentaire. Et ici, le but, c'est que le commentaire ne soit pas trop long. Voilà, vous voulez simplement un commentaire qui entre dans les cases pour pouvoir le partager, le dire assez facilement. Alors dans ce cas, je sélectionne les différentes cases. Validation des données comme toujours, autorisé. Et ici, on va mettre longueur du texte. La longueur du texte sera comprise entre, on va mettre entre 1 caractère, il faut qu'il y ait minimum une lettre, même si c'est peu probable en réalité, et maximum 30 caractères. Le message ne peut pas faire plus de 30 caractères, lettres, espaces et tout compris. OK. Et donc, si maintenant j'essaie de taper une petite phrase qui fera plus de 30 caractères, donc voilà. C'est beaucoup trop long. Bien évidemment, par contre, si je tape un petit mot comme super, voilà, il n'y a pas de souci. C'est entre 0 et 30 et ainsi de suite. Alors, vous remarquez quand je fais une bêtise, donc je la refais exprès pour vous. Vous voyez, on a un message d'erreur ici, un peu austère. Donc cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. L'utilisateur, eh bien, si ce n'est pas noté, il ne peut pas savoir qu'il ne peut pas mettre plus de 30 caractères. Et ici, ce bouton est un peu quand même austère. Ce n'est pas très clair comme message. On peut bien évidemment améliorer cela. Je sélectionne le tout, la validation des données. Et tout d'abord, je peux mettre un message de saisie. Ce sera en quelque sorte un avertissement quand la personne clique dans la case correspondante. Donc, par exemple, ici dans « Titre », je vais mettre « Commentaire ». Voilà. Et message de saisie, maximum 30 caractères. Là, si j'y arrive, c'est parfait et regardez le résultat. Je clique sur OK. Si je clique sur l'une des cases en particulier, commentaire maximum 30 caractères, commentaire maximum 30 caractères. Ainsi, l'utilisateur est prévenu de ce qu'il peut faire ou non. Alors, nous allons améliorer ou modifier le message d'erreur en sélectionnant le tout, validation des données, alerte d'erreur. Et là, vous avez, quand les données non valides sont tapées. Très bien, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez 3 catégories. Vous avez de style stop, avertissement ou information. Et ce n'est pas que pour l'icône. Si vous mettez le style stop, eh bien, l'utilisateur ne pourra pas valider son texte trop long. Il ne pourra pas, c'est soit l'effacer, soit en taper un autre. Si vous mettez information, eh bien, là, l'utilisateur recevra une information en lui disant « Attention, ton texte est trop long », mais Excel l'acceptera tout de même. Et par contre, si c'est un avertissement, eh bien, là, il aura l'information, mais l'utilisateur pourra choisir soit de continuer quand même en laissant son texte trop long, soit en le modifiant. Si ce n'est pas clair pour vous, voyons cela en image. Je choisis, par exemple, le stop. Je veux mettre attention. Et comme message d'erreur, message trop long. Voilà, donc si je stoppe, OK, testons cela. Je tape mon message trop long entrée, et là vous voyez donc attention, message trop long. Et soit je peux réessayer pour à nouveau taper le texte, mais dès que j'essaierai de le valider, il me mettra à nouveau message trop long. Si je clique, ça sera annulé, il effacera le message. Donc là, l'utilisateur est en quelque sorte bloqué. Si par contre, je retourne dans validation des données et que je mets dans style cette fois-ci information et non plus stop, comme tout à l'heure, mais bien information, OK.
Elle a regardé, je tape mon message bien trop long. J'appuie sur Entrée et là, vous avez l'info, message trop long, mais vous pouvez simplement cliquer sur OK et il accepte quand même. Et vous pouvez continuer. C'est juste une petite information. Donc voilà une deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de choisir cette fois-ci l'avertissement. Donc non plus stop, mais avertissement est là. OK, je tape comme d'habitude mon texte bien trop long. Voilà. Et là, vous avez le choix. Message trop long, voulez-vous continuer? Si jamais oui, il acceptera comme pour information. Si je mets non, eh bien là, je dois le taper à nouveau Entrée, et c'est parti. Mais ça trop long, voulez-vous continuer? Si un moment je dis bon, ce n'est pas grave. Je clique sur lui et il accepte quand même. Donc voilà les trois possibilités. Voyons ensemble comment filtrer et trier efficacement vos données dans Excel en utilisant des exemples concrets. Imaginons que nous avons un tableau contenant les colonnes nom, prénom, âge, département et salaire. Pour commencer, sélectionnons l'intégralité de ce tableau, y compris les en-têtes de colonnes. Dans l'onglet Données, cherchez la section Édition où vous trouverez les boutons de tri et de filtrage représentés par les icônes à Z et l'entonnoir. Pour trier les données par ordre alphabétique croissant, cliquez sur l'option Trier de A à Z. Excel reconnaît automatiquement la première ligne comme étant l'en-tête et ignore cette ligne lors du tri, ce qui assure que votre tableau est trié correctement sans que les en-têtes soient affectées. Si vous souhaitez trier les données par ordre alphabétique décroissant, cliquez sur Trier de Z à A. En revenant à l'ordre croissant, vous pouvez aussi utiliser l'option de tri personnalisé. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous verrez une case intitulée « Mes données ont des en-têtes » qui est cochée par défaut. Cette option garantit que la première ligne reste fixée comme en-tête lors du tri. Si vous décochez cette case, Excel considérera la première ligne comme une donnée à trier, ce qui peut entraîner des résultats inattendus. Lorsque vous travaillez avec plusieurs colonnes, il est crucial de sélectionner l'intégralité du tableau avant d'effectuer un tri. Par exemple, si vous souhaitez trier les âges du plus jeune au plus vieux, sélectionnez toutes les colonnes pour garantir que toutes les données restent correctement associées. Sinon, seul le contenu de la première colonne sera trié, ce qui pourrait désaligner les données dans les autres colonnes. En sélectionnant toute la base de données et en appliquant un tri de A à Z sur une colonne, vous verrez que les autres colonnes restent correctement associées aux données triées. Vous pouvez également trier en fonction d'une autre colonne. Pour cela, allez dans Tri personnalisé et choisissez de trier par une autre colonne, comme Âge. Vous pouvez trier les âges du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, ce qui vous permet d'organiser les données selon différents critères. Le tri multiple est une fonctionnalité puissante qui vous permet d'organiser les données selon plusieurs critères. Par exemple, pour trier d'abord par département, puis par âge, sélectionnez l'intégralité du tableau, allez dans Tri personnalisé, et dans la première liste déroulante, choisissez Département et définissez l'ordre de tri. Cliquez ensuite sur Ajouter un niveau pour ajouter un deuxième critère, comme âge, et définissez l'ordre de tri. Cela vous permettra d'obtenir un tri structuré d'abord par département, puis par âge au sein de chaque département. Vous pouvez aussi trier par couleur de cellule ou de texte. Sélectionnez le tableau, allez dans Tri personnalisé, et choisissez l'option de tri par couleur. Excel détectera les couleurs utilisées, comme le rouge et le bleu, et vous pouvez choisir de trier les éléments par couleur de police ou de cellule. Par exemple, vous pouvez trier les éléments pour que tous ceux avec une couleur spécifique apparaissent en haut. Enfin, la fonctionnalité de filtrage vous permet de n'afficher que les lignes correspondant à certains critères. Par exemple, pour afficher uniquement les employés du département Vente, cliquez sur le bouton de filtre à côté de Département, sélectionnez uniquement Vente, puis cliquez sur OK. Vous pouvez également combiner plusieurs filtres, comme afficher uniquement ceux ayant un salaire supérieur à 3 500 € et travaillant dans le département Finance. Pour des ensembles de données plus volumineux, utilisez les filtres numériques pour définir des critères plus complexes. Par exemple, pour afficher uniquement les employés ayant un salaire supérieur ou égal à 3 700 €, utilisez le filtre numérique pour spécifier ce critère. On passe maintenant aux fonctions de recherche. Découvrez comment Recherche V et Recherche H vont transformer votre utilisation d'Excel. Fini les recherches fastidieuses dans des tableaux géants. Ces fonctions vous font gagner du temps, éliminent les erreurs et boostent votre efficacité. Restez jusqu'au bout, vous ne voudrez plus vous en passer. Voyons cela en images, c'est toujours plus clair. Prenons un exemple simple. Nous avons ici une liste d'employés avec leur ID, nom, poste et département. Le but ici est de taper l'ID de l'employé dans une case, pour que son nom, son poste et son département apparaissent automatiquement dans les cases appropriées. Imaginez combien de temps cela peut vous faire gagner, surtout si vous gérez des centaines d'employés. Commençons par l'utilisation de Recherche V. Je me place dans la case où je veux que le nom de l'employé s'affiche. Mais alors, quelle fonction choisir? Recherche V ou Recherche H? Dans ce cas-ci, ce sera Recherche V car les différents éléments sont listés en colonnes. Nous avons la colonne des ID, la colonne des noms, la colonne des postes, et ainsi ce sera V pour vertical, puisque les données sont listées verticalement en colonnes. Alors c'est parti.
Je tape égal recherche V, j'ouvre la parenthèse et là comme d'habitude, Excel va nous aider pour la structure de la formule. D'abord, il nous demande la valeur cherchée. Ici, il s'agit de l'idée de l'employé que je veux rechercher. Je clique sur la case où l'idée sera entrée, très bien, point virgule. Ensuite, la table matrice, c'est-à-dire dans quel tableau Excel devra retrouver les résultats. Je sélectionne tout mon tableau, de C3 à G15, parfait, point virgule. Le numéro d'index de colonne, c'est-à-dire dans quelle colonne récupérer le nom de l'employé. La première colonne est celle des ID, donc le nom se trouve dans la deuxième colonne. Je mets simplement 2. Ensuite, je ferme la parenthèse pour voir si tout fonctionne. Pour l'instant, il affiche erreur puisqu'il n'y a rien dans la case, mais si je tape par exemple 102, automatiquement, le nom Bob Martin apparaît. Super, si je tape un autre code, comme 107, le nom Grace Leroy apparaît également, ce qui est parfait pour notre exemple. Mais attention, il y a un petit piège avec recherche V. Si je tape une erreur, par exemple 116, il peut me donner un résultat alors que 116 ne correspond à rien. Pourquoi? Parce qu'il prend la valeur la plus proche inférieure à 116, donc 115 dans notre cas. Ce n'est pas ce que nous voulons. Pour que recherche V trouve exactement le bon résultat correspondant à l'idée, il faut ajouter un dernier point-virgule dans notre formule et mettre ensuite « faux » pour une correspondance exacte. Cela signifie que s'il ne trouve pas de correspondance exacte, il n'affiche rien. Voilà, je tape « faux », entrée, et désormais, si 116 n'existe pas, il n'affiche plus rien. Par contre, si je tape un autre ID existant, comme 104, il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Super, nous avons compris la méthode. Faisons maintenant la même chose pour le poste de l'employé, égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, la valeur cherchée, c'est toujours l'idée, point virgule, le tableau, point virgule, cette fois-ci, c'est la troisième colonne, celle des postes, et je n'oublie pas de mettre faux, je ferme la parenthèse, entrée, et ainsi, nous avons bien le poste correspondant à l'idée. Si je change l'idée, cela fonctionne très bien aussi, c'est parfait. Vous voyez, les bases de recherche V sont assez simples une fois que vous comprenez le principe. Mais attention aux petits pièges comme celui de la correspondance inexacte. Il faut toujours bien vérifier que l'on utilise la bonne syntaxe dans sa formule. Passons maintenant à recherche H. Cette fonction est similaire à recherche V, mais elle est utilisée lorsque les données sont listées horizontalement. Par exemple, si l'idée, le nom et le poste sont disposés en ligne plutôt qu'en colonne. C'est souvent le cas dans des tableaux croisés ou des rapports spécifiques où les informations sont structurées différemment. Imaginons un tableau où les idées sont en haut, suivis des noms, des postes et des départements dans les lignes suivantes. Dans ce cas, on utilise recherche H. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je me place dans la case où je veux que le nom de l'employé s'affiche. Je tape égal recherche H, j'ouvre la parenthèse, la valeur cherchée sera l'idée de l'employé, point virgule, je sélectionne le tableau horizontal, point virgule, le numéro de la ligne, ce sera la deuxième ligne pour les noms, puis je tape faux pour une correspondance exacte et entrée. Je teste avec un ID, par exemple 101, et le nom, Alice Dupont, apparaît bien. Pour le poste, même principe, je copie la formule, je change simplement le numéro de ligne pour obtenir le poste correspondant, et voilà, tout est correct. Pour aller plus loin, combinons ces fonctions avec des opérations arithmétiques. Imaginons que vous voulez calculer le total des salaires d'une équipe, en tenant compte des primes ou des bonus. Vous pouvez utiliser recherche V pour obtenir le salaire de base d'un employé, puis l'ajouter ce salaire par un facteur de bonus. Une fois la formule en place, il suffit de la copier et Excel ajustera automatiquement les résultats pour chaque employé. Ce qui est génial avec Excel, c'est que ces formules ne sont que la pointe de l'iceberg. Vous pouvez les combiner avec d'autres fonctionnalités, comme les tableaux croisés dynamiques, les macros, et bien plus encore pour automatiser presque toutes les tâches répétitives que vous avez à effectuer. Et voilà comment recherche V et recherche H peuvent vraiment transformer la façon dont vous travaillez avec vos données dans Excel. Passons maintenant aux dates. Les dates dans Excel te rendent fou? Entre chiffres qui deviennent dates et dates qui se transforment en nombres, c'est le chaos? Tu vois qu'ici, dans mon fichier Excel, j'ai deux cellules qui sont remplies. Il y a le 30 août 2024, et il y a le nombre 45 534. Et pourtant, ces deux cellules contiennent la même date. Parce que si je vais sur ma cellule qui contient un nombre, que je vais juste changer le format pour le passer en date courte, et bien là, j'obtiens bien le 30 août 2024. Mais pourquoi est-ce qu'on passe d'un nombre à une date, simplement en changeant la mise en forme? Eh bien, c'est parce que pour Excel, une date, c'est un nombre. Et en fait, ça commence tout simplement au 1er janvier 1900. Si tu écris 1 dans une cellule et que tu vas ensuite changer le format, on va mettre une date courte, on obtient le 1er janvier 1900. Si maintenant, j'écris 2, on obtient le 2 janvier 1900. C'est parce qu'Excel a un système de dates qui commence au 1er janvier 1900 avec pour fonctionnement une unité égale un jour. Donc le nombre 1 sera égal au 1er janvier 1900. Le nombre 2 sera égal au 2 janvier 1900. Si par exemple, j'écris le nombre 45 et qu'ensuite, je le passe au format date, et bien là, j'obtiens la date du 14 février 1900,
parce que c'est le 45e jour après le 1er janvier 1900. Et donc, pour le 30 août, on a le nombre 45 534. Ça veut dire que c'est le 45534 jours après le 1er janvier 1900. Et donc, pour qu'Excel crée une date, il va simplement changer la mise en forme d'un nombre. Tu peux écrire n'importe quel nombre. Par exemple, j'écris 1800. Et bien là, on va arriver sur la date qui correspond aux 1800 jours après le 1er janvier 1900, soit le 4 décembre 1904. Donc, si jamais dans ton tableau, tu as des nombres qui sont transformés en dates ou alors des dates qui sont soudainement devenues des nombres, c'est simplement un problème de mise en forme. Tu as juste à sélectionner ta colonne et tu vas juste changer le format pour mettre celui que tu veux. Comme par ici, j'ai tout converti en date et ensuite, je vais tout repasser en nombre. Donc, tu l'as vu, dans Excel, la date minimale, c'est le 1er janvier 1900. Tout ce qui est situé avant cette période, ça ne pourra pas être interprété comme une date par Excel. Donc, tu ne pourras pas forcément faire d'opérations dessus ou alors faire des filtres selon les dates. Mais dans Excel, il y a une date maximale à ne pas dépasser, c'est le 31 décembre de l'année 1999. Donc, ça va, on a le temps de le voir venir. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tu dépasses cette date? Tout simplement, on va aller au 1er janvier de l'an 10 000. Eh bien, dans ce cas-là, c'est considéré comme du texte et ça peut se voir très simplement si tu élargis cette colonne-là. Tu vois qu'il y en a une qui est alignée sur la droite et l'autre qui est alignée à gauche parce que dans Excel, tous les nombres sont alignés sur la droite de la cellule et tout ce qui est considéré comme étant du texte ou alphanumérique va être aligné sur la gauche. Donc, de cette manière, tu peux très facilement visualiser si Excel interprète ta date de la bonne manière. Mais justement, ça peut arriver que tu sois dans la situation où tu as des dates dans une cellule et donc on peut repérer qu'Excel ne comprend pas que ce sont des dates parce que c'est aligné sur la gauche. Donc pour lui, ce qu'on a dans ces cellules-là, ce ne sont pas des dates. C'est simplement un assemblage de nombres et de différents caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va sélectionner ça. Et si tu cliques sur ton menu ici pour la mise en forme, on voit que peu importe le format qu'on veut mettre, ça mettra toujours un format date avec jour, mois, année. Et donc, pour formater nos dates proprement, il n'y a pas besoin d'utiliser de formule. On va juste aller sur l'onglet Données et on va aller sur Convertir. On arrive sur cet outil qui est l'assistant conversion, qui est très fréquemment utilisé pour aller fractionner différentes colonnes. Quand tu as, par exemple, un séparateur virgule ou point-virgule entre les différents éléments. Là, on va cliquer sur Suivant, peu importe ce qu'on met ici. Et ici, il faut juste bien faire attention à ne rien cocher à cet endroit-là. On va faire Suivant. Et ensuite, ici, on va juste sélectionner Date à cet endroit-là. Ici, c'est le format JMA pour jour, mois, année. C'est bien le format qu'on a ici. Et on va simplement cliquer sur Terminer. Et là, on voit tout de suite que nos dates se sont alignées sur la droite de la cellule. Donc, on va retourner ici pour voir si notre mise en forme a évolué. Et là, on voit bien que, par exemple, on peut passer sur une date longue. J'étends ma colonne et là, on voit bien qu'on a récupéré les dates. Du coup, c'est sûr à 100%. Ça fonctionne bien. Je fais un petit aparté parce que je vois la question arriver, qui est que pour les jours, pas de souci. Un jour égale 1 dans Excel. Et donc, on les accumule et au final, on arrive sur une date. Mais après, pour les heures, comment ça se passe? Eh bien, les heures, c'est simplement la fraction d'un jour. Par exemple, je vais écrire juste midi ici, donc je mets 12.00. Et donc, si je vais ici, on voit bien que c'est considéré comme une heure parce que ça met 12 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et par contre, si je vais sur nombre, j'ai 0,5. Eh bien, tout simplement parce que midi, c'est la moitié d'une journée. Donc, si j'écris 6 heures, eh bien là, si je transforme ça en nombre, je vais obtenir 0,25 puisque 6 heures, c'est 25% d'une journée. Et de la même manière, si j'écris 18 heures, eh bien là, j'obtiendrai 0,75. Donc, si on veut mettre la combinaison d'une date et d'une heure, par exemple, le 30 août 2024 à 18 heures, eh bien, il suffit simplement d'avoir ta date ici. On va la transformer en nombre et ensuite, on va rajouter 0,75 pour avoir les 18 heures, ce qu'on avait juste ici, parce que 0,75, c'est égal à 18 heures. Maintenant que j'ai ça, j'ai plus qu'à changer le format pour obtenir ma date complète avec l'heure. Donc ici, c'est pas dans les propositions qu'on a ici. On a soit date courte, date longue ou on a l'heure. Mais si on va sur autre format numérique, on va pouvoir trouver ça. Simplement, il suffit de prendre ce format-ci qui va être JJ pour les jours, MM pour les mois et AA pour l'année. Et ensuite, on a HH.MM pour les heures et les minutes. On clique sur OK et là, on a bien la date du 30 août 2024 à 18 heures. Et donc, une date sous ce format-là, ça peut être utilisé par Excel, que ce soit dans des formules ou même si tu fais des TCD ou des filtres. Ça va vraiment bien être interprété par Excel comme étant une date et non pas juste un nombre et un enchaînement de caractères qu'il n'aurait pas pu classer par ordre chronologique. Et maintenant, si tu as récupéré un tableau dans lequel les dates sont décomposées comme ça, où tu as une colonne avec l'année, une colonne avec le mois et une colonne avec le jour,
tu peux pas recomposer ça au format date avec une formule qui permettrait simplement d'aller rassembler les différents éléments comme la formule concaténée, par exemple. Il faut utiliser une formule toute simple qui est la formule date. Donc, t'as juste à écrire égale date, t'ouvres la parenthèse et là, on a 3 arguments, année, mois et jour. Eh bien, c'est très simple. Tu sélectionnes l'année, tu mets un point-virgule, tu sélectionnes le mois et ensuite, tu sélectionnes le jour. Tu fermes la parenthèse et là, t'appuies sur Entrée et hop, on obtient notre date. On n'a plus qu'à étendre ça jusqu'en bas. Et ça y est, on a bien obtenu nos dates. Et si justement, tu souhaites faire l'inverse, tu souhaites partir d'une date pour en récupérer soit l'année, le mois ou le jour. Eh bien, ça, c'est facile. Tu peux également le faire. Je vais juste afficher ce petit tableau-là. On va simplement utiliser la formule année qui va te permettre de récupérer l'année selon une date que tu lui indiques. Ici, je sélectionne cette date-là, je ferme la parenthèse, et si tu souhaites récupérer le mois, c'est très simple. Tu as juste à écrire égal mois, tu ouvres la parenthèse et là, tu mets ta date. Tu fermes la parenthèse et ça y est, on a bien récupéré le mois de cette date-là, qui est le mois de janvier. Et pour récupérer le jour d'une date, c'est pareil. Tu as juste à écrire égal jour. Et là, attention, c'est jour sans S, la formule jour avec un S, elle est utilisée pour autre chose. Je te montrerai ça après. On ouvre la parenthèse, on indique notre date et ensuite, on ferme la parenthèse et c'est bon. Et maintenant, on va juste dérouler ça jusqu'en bas. Et de cette manière, on a vu comment recomposer une date, mais également comment la décomposer. Mais ensuite, on pourrait vouloir faire des manipulations sur les dates telles que la décaler de 30 jours dans le futur. Eh bien là, c'est hyper simple. Vu que dans Excel, les dates sont des nombres, tu as juste à rajouter un certain nombre d'unités à ta date d'origine pour obtenir la date que tu souhaites. Donc là, on va juste écrire égal. On prend la date d'origine et on va faire plus 30 parce qu'on veut ajouter 30 jours. On va étendre ça jusqu'en bas. Et comme ça, on obtient à partir de cette date d'origine toutes les dates situées 30 jours dans le futur. Et ça marche si tu veux décaler une date dans le futur, mais également si tu veux la décaler dans le passé. Tu as juste à mettre un moins à la place du plus. Mais ça ne fait pas tout, parce que tu pourrais, par exemple, vouloir décaler d'un certain nombre de mois dans le futur. Mais le problème, c'est que trouver le bon nombre de jours qu'il y a pour avoir la date exacte pour, par exemple, 3 mois plus tard. Eh bien, ça ne va pas forcément être évident parce qu'il va falloir prendre en compte, notamment le mois de février. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une année bissextile? Est-ce que les mois ont 30 ou 31 jours? Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais heureusement, il y a des formules qui permettent de le faire très facilement. Ici, je vais te montrer 2 formules qui vont te permettre de décaler une date dans le futur ou dans le passé. Ici, on va mettre une date. Je vais saisir la date du jour avec un tout petit raccourci qui est CTRL point virgule. Ça fait directement apparaître ta date dans la cellule. Et si tu veux faire apparaître l'heure actuelle, tu as juste à mettre CTRL 2 points comme ça, tu vois qu'il est 17h05 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et mettons que cette date, on veut la décaler de 5 mois dans le futur. Du coup, j'ai juste à écrire 5 ici. Et en fait, on va faire une formule qui va être la formule fin.mois. Elle va me permettre non seulement de décaler une date dans le futur ou dans le passé, mais également à chaque fois de me mettre sur la fin du mois. Donc ici, j'ai mis ma formule fin.mois. J'ouvre la parenthèse, je vais mettre ma date de départ le 30 août. Je mets un point virgule et là, ça me demande le nombre de mois. Je mets cette cellule-ci et je ferme la parenthèse. Ici, j'obtiens un nombre. C'est juste une question de mise en forme, tu le sais. Je clique ici et on obtient le 31/01/2025. Donc, peu importe la date du mois d'août qu'on ait mis dans cette cellule-ci. On peut même mettre au 1er août. On arrivera toujours au dernier jour dans 5 mois. Mais je remets ma date que j'avais à l'origine, le 30 août. Et là, on va utiliser la formule mois.décalé. Donc là, ça va strictement décaler ta formule pour arriver sur la même date, mais sur un mois suivant. Donc, j'écris mois.décalé. J'ouvre la parenthèse. Je mets ma date ici et ensuite, je vais mettre le nombre de mois que je veux décaler. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée et là, j'obtiens le 30/01/2025. Et si je vais changer ma formule ici pour mettre, par exemple, le 15 août. Eh bien, on voit que ici, ça l'a bien actualisé, ça l'a pris en compte. Par contre, pour la formule fin.mois, ça n'a pas changé vu qu'on veut toujours obtenir le dernier jour du mois. Maintenant, j'ai changé la date. Ici, j'ai mis le 31 août et on ne voit pas décaler de 5 mois, mais de 6 mois pour arriver sur le mois de février. Parce que là, une question peut se poser pour la formule fin.mois. On va arriver sur le dernier jour du mois de février. Il n'y a pas de problème. Mais pour la formule mois.décalé, est-ce qu'on va s'arrêter au 28 février ou alors est-ce que ça va continuer le calcul vu qu'on a 31 jours et poursuivre pour qu'on arrive sur une date dans les 2 ou 3 mars? Eh bien, Excel fait ça de manière intelligente. Quand je change le nombre de mois pour arriver sur le mois de février, ça va s'arrêter au dernier jour du mois. Du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai 28, 29, 30, 31 août ici, eh bien, ça va toujours mettre le 28 février. Et donc là, on a décalé dans le futur, mais on peut également le faire dans le passé.
Tu as juste à mettre un nombre de mois négatif. Ici, je rajoute juste un mois devant et on obtient donc des dates qui sont situées dans le passé. Là, on est en février 2024. Et maintenant, si tu veux calculer le nombre de jours entre deux dates, eh bien, il y a des formules qui permettent de faire ça selon si tu souhaites avoir les jours calendaires, les jours ouvrés, voire les jours ouvrables. Par exemple, ici, j'ai une date de début et une date de fin. Je veux simplement avoir le nombre de jours calendaires entre les deux. En soi, il n'y a même pas besoin de formule. On a juste à écrire la date de fin, moins la date de début. Vu que dans Excel, les dates sont des nombres, on va juste soustraire deux nombres entre eux et récupérer le reste. On appuie sur Entrée et on voit qu'on a 92 jours calendaires entre le 30 août 2024 et le 30 novembre 2024. Donc, on l'a fait sans utiliser de formule particulière, mais il y a quand même la formule jour avec un S qui te permet de le faire. Tu as juste besoin d'indiquer la date de fin, point virgule, la date de début. Donc, je mets cette date-ci, point virgule, cette date-là. Je ferme la parenthèse et j'obtiens 92 jours. On a le même résultat que précédemment. En soi, c'est la même opération qui est faite derrière. C'est à toi de voir si tu préfères utiliser une formule ou si tu es plutôt du genre à directement faire le calcul en brut comme ça dans ta cellule. Mais si tu ne veux pas le nombre de jours calendaires, tu veux uniquement les jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi, sans prendre en compte les samedis et les dimanches. Eh bien, tu as la formule nb.jour.ouvré qui existe. Pour ça, on va l'écrire et on va juste sélectionner deux éléments pour commencer. On a la date de départ. C'est ici mon 30 août et la date de fin, c'est le 30 novembre. Ici, on a jour férié, mais je vais l'expliquer après. Je ferme la parenthèse pour l'instant et on voit le résultat. On obtient 66 jours ouvrés entre ces deux dates. Mais actuellement, ça ne prend pas en compte les jours fériés. Donc, si tu veux utiliser cet argument de la formule nb.jour.ouvré, il faut que tu aies une liste qui va contenir tous les jours fériés de l'année. Et ce que je vais faire, c'est simplement pour mon argument jour férié. Donc là, j'ai ajouté un point virgule. Je vais simplement aller sélectionner ma liste de cellules qui contiennent ces dates-là. Et à partir de la liste des dates que tu lui as fournies, Excel va simplement exclure chacun des jours qui sont présents dans cette liste-là, si ce sont des jours ouvrés. Donc maintenant, on récupère 64 jours ouvrés en prenant en compte les jours fériés, alors qu'auparavant, on en avait 66. Et une formule un peu jumelle de la précédente, c'est nb.jour.ouvré.intl pour international. Cette formule, elle existe parce qu'en Occident, les jours du week-end, par défaut, c'est simplement le samedi et le dimanche. Mais il y a d'autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient où le week-end est plutôt le vendredi et le samedi. Donc, dans cette formule, tu vas pouvoir tout à fait personnaliser ça pour choisir quels sont les jours qui composent un week-end. Donc, on va écrire notre formule nb.jour.ouvré.intl pour international. Ça nous demande 4 arguments. Cette fois, il y a la date de départ. Ensuite, ça nous demande la date de fin. Le week-end. Et quand on arrive dessus, on voit une liste déroulante qui apparaît avec plusieurs éléments. On a tout d'abord un numéro. Et ensuite, on a des jours. Ici, j'ai un samedi-dimanche. Ça veut dire que si je mets un comme argument à cet endroit-là, ça va prendre en compte les samedis et dimanches comme étant les jours de week-end et donc ça va les exclure du décompte. Et tu peux choisir ce que tu veux en mettant le numéro correspondant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est calculer uniquement les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi. Donc pour ça, il faut que mon week-end, ce soit uniquement le dimanche. Donc, je vais juste double-cliquer là et ça me met le numéro 11 qui correspond au numéro de cet argument-là. Ensuite, je mets un point-virgule, je mets mes jours fériés ici. Et là, je ferme la parenthèse. Quand je valide, on obtient 79 jours ouvrables entre ces deux dates. Et donc, c'est pratique pour calculer selon ta situation. Tu peux bien sûr choisir les jours fériés. Ils ne sont pas obligatoires pour les autres formules, mais c'est plutôt recommandé parce qu'il y a des jours où tu ne travailles pas dans l'année. Tu les as en tête, il vaut mieux les compter dans ta formule, même si Excel ne t'oblige pas à le faire. Découvrons ensemble comment générer facilement un graphique avec Excel. Nous verrons aussi comment le personnaliser. Alors pour qu'Excel puisse vous créer un graphique, il a forcément besoin de données. Donc ça c'est la première étape, c'est d'avoir ici des données. Dans mon cas j'ai la moyenne des températures d'une ville d'avril à septembre. Voici donc ces moyennes et le but c'est d'avoir un graphique pour voir l'évolution d'entre elles. Et je vais commencer avec un graphique classique en colonne. Alors quand vous devez créer un graphique, demandez-vous toujours de quoi Excel a besoin pour créer le graphique. Dans ce cas-ci ce sont les différentes valeurs. Et aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître sur le graphique. Dans mon cas j'aimerais qu'en dessous de chaque colonne il y ait évidemment le nom du mois qui correspond. Alors voici ce que l'on va faire. Nous allons sélectionner toutes les données ensemble. Je clique sur avril, je laisse enfoncer et je relâche à 19. Ainsi tout le tableau est sélectionné. Je vais ensuite dans l'onglet Insertion. Puis vous voyez que vous avez ici une partie graphique. Et dans cette partie graphique vous avez plusieurs petits boutons qui correspondent à des types de graphiques différents. Nous allons donc commencer avec le premier graphique histogramme. Et là-dedans vous avez déjà quelques choix. Graphique en 2 dimensions, graphique en 3 dimensions, plutôt horizontal et également en 3D.
Et remarquez que directement nous avons un aperçu et nous voyons que le travail est en quelque sorte déjà fait et bien fait. Je clique par exemple sur le premier choix et voici déjà un beau graphique avec nos températures. Je vais les déplacer en cliquant sur l'un des bords et en laissant enfoncer par exemple ici. Alors quand vous sélectionnez un graphique, vous avez deux onglets supplémentaires qui apparaissent. Création de graphique et mise en forme. Commençons par le premier création de graphique car là si jamais le style de graphique, le style visuel ne vous plaît pas vraiment, vous avez directement ici en cliquant sur le petit bouton là en bas à droite différents modèles. Et vous pouvez voir directement le résultat avec quelques effets, quelques petites modifications, quelques petits ajouts sur le graphique. Donc si vous manquez de temps, ça c'est vraiment parfait. À gauche de tout cela vous avez le bouton modifier les couleurs pour rapidement choisir d'autres couleurs de base comme vous le voyez plutôt que celles qui étaient proposées au tout début. Et encore à gauche dans disposition rapide et là vous avez encore quelques choix comme par exemple celui-ci qui permet d'avoir non pas des colonnes séparées mais tout ensemble en escalier dans ce cas-ci. Et d'autres choix de disposition que je vous laisserai tester comme ici sans le titre par exemple. Et ce qui est génial c'est que chaque partie de ce graphique est personnalisable. Exemple le titre du graphique, je peux cliquer dessus et modifier le texte à l'intérieur comme une zone de texte. Je peux par exemple mettre température. Et comme du texte normal le sélectionner, l'agrandir, choisir sa couleur, le mettre en gras, souligner par exemple. Maintenant en cliquant sur le graphique vous avez donc aussi l'onglet mise en forme et là vous pouvez également tout personnaliser. Exemple je ne veux pas que mon graphique ait un fond blanc, je clique sur le graphique, mise en forme, remplissage et là je peux choisir la couleur de fond. J'aimerais un cadre noir un peu plus épais, contour noir puis contour épaisseur un peu plus épais et voici le cadre. D'autres exemples rapides sont donnés ici avec les cadres abaissés. Le petit bouton en bas à droite vous avez l'habitude et voici encore d'autres styles de graphiques qui peuvent être sympas. Tout pareil si la couleur des colonnes ne vous plaît pas, cliquez sur l'une des colonnes, remplissage et là aussi choisissez la couleur. Je ne dis pas que ce que j'ai choisi est joli mais c'est pour l'exemple. Et si je veux modifier la couleur d'une seule colonne en particulier, par exemple celle-ci, je vais triple-cliquer sur la colonne 1, 2, 3 ainsi seule celle-ci est sélectionnée grâce aux petites boules dans les coins, mise en forme, remplissage et ainsi seule cette colonne-là changera de couleur. Même le petit texte en bas des colonnes si je clique une seule fois dans la zone et ensuite que j'agrandis, et bien voilà le texte qui s'agrandit et s'il n'a plus de place, regardez ce qu'il fait, il se met en oblique. J'en reviens à une version un peu plus basique pour vous montrer que l'on peut aussi ajouter ou supprimer certains éléments. Exemple j'aimerais que les températures s'affichent en haut de chaque colonne. Alors le plus simple, cliquez sur votre graphique. À droite vous voyez que vous avez 3 petits boutons supplémentaires qui apparaissent. Cliquez sur le petit plus et voici plein d'éléments à activer ou désactiver. Alors je vais commencer par les étiquettes de données. Je clique sur la petite case et là vous voyez que les températures apparaissent, les bonnes valeurs sont là. Et en allant à droite d'étiquettes de données, on a une autre petite flèche et là nous pouvons positionner soit au centre, à l'intérieur, en haut, en bas, à l'extérieur comme tout à l'heure ou également en légende où nous récupérons le nom du mois. Ici je le laisse en bord extérieur. Ensuite si je décoche axe, eh bien vous voyez que l'on n'a plus que le graphique mais plus les valeurs intermédiaires à gauche et encore moins les noms des mois en bas. Maintenant là aussi, la petite flèche à droite pour en choisir l'une, des deux, aucune ou les deux. Les titres des axes, eh bien là par exemple j'aurais pu ajouter température à gauche et mois pour les différents mois. Le titre du graphique, vous l'avez compris, soit le désactiver ou l'activer. Les étiquettes de données, c'est déjà fait. La table de données, eh bien cela nous permet de récupérer notre tableau mais cette fois-ci incrusté dans notre graphique, ce qui peut être très sympa aussi. Autre chose intéressante, vous voyez que vous avez des lignes horizontales en arrière-plan, eh bien vous pouvez les désactiver grâce à quadrillage et également en ajouter des verticales si besoin, un peu plus précises ou non. Et pour chaque catégorie, si vous allez en plus dans autres options, vous aurez encore d'autres paramètres à personnaliser. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est la courbe de tendance, où là nous voyons qu'en moyenne, de manière générale, les températures augmentent à partir d'avril. À ce propos, un autre type de graphique qui peut être intéressant dans ce cas-là, je sélectionne à nouveau le tout, insertion, partie graphique et je vais choisir la 4e proposition, c'est-à-dire les graphiques en courbe. Et là vous voyez le résultat pour des températures, ça peut être sympa de voir l'évolution puis la chute en arrivant en septembre, également en 3 dimensions et également avec les R2D ou les R3D pour voir la progression et puis la petite chute. Et pour chaque type de graphique, la personnalisation est évidemment identique. Reprenons ici le tableau que l'on a utilisé pour calculer les totaux, les moyennes et les pourcentages dans les précédentes vidéos de la playlist Excel de cette chaîne. Et ici je veux un graphique avec simplement les totaux. Mais comment faire si nous avons les noms qui se trouvent ici et les totaux qui se trouvent là? Car si je sélectionne l'ensemble, Excel ne va plus rien comprendre pour le graphique. Alors dans ce cas, sélectionnez par exemple la première ligne ou la première colonne, laissez la touche CTRL ou CTRL en bas à gauche du clavier enfoncé et tout en laissant enfoncer, sélectionnez les résultats nécessaires. Je relâche le tout, ainsi cela me permet de sélectionner 2 lignes qui ne sont pas les unes à côté des autres et rien que celle-là. Et en allant dans Insertion, Graphique et Histogramme, et bien voilà,
cela fonctionne tout aussi bien. Les résultats sont justes et les prénoms sont bien là en dessous. Et pour vous montrer un troisième type de graphique très utilisé, voici d'autres données. Dans cette ville sont calculées les différentes tranches d'âge de la population et donc 17% des habitants ont entre 0 et 19 ans, 26% des habitants entre 20 et 39, etc. Alors je vais sélectionner mes données, partie graphique et je vais choisir les graphiques en secteur, en bas à gauche ou en camembert si vous préférez. Secteur en 2 dimensions ou secteur en 3 dimensions. Allez, je garde la 3D et donc la vue que j'ai sélectionnée en plus les catégories, elles apparaissent ici en dessous. Maintenant imaginons que je sois distrait et je ne sélectionne que les résultats. Insertion graphique en 3D, cela fonctionne très bien mais pour les légendes c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas très parlant. Dans ce cas-là nous pouvons aussi récupérer l'affaire. Cliquez avec le bouton droit sur la légende. Allez dans sélectionner des données et là dans le tableau vous voyez que dans la colonne de droite vous avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on veut remplacer par 0 à 19 ans, etc. Donc dans ce cas-là cliquez sur le modifier au-dessus de la colonne et modifier par quoi, et bien là nous pouvons sélectionner nos différentes catégories. Je clique sur OK, encore OK et voilà c'est déjà beaucoup mieux. Et quand vous utilisez ce type de graphique dans un souci de clarté, en général, utilisez les étiquettes de données. Là nous pouvons donc les centrer à l'intérieur, à l'extérieur, comme tout à l'heure. Je vais les mettre à l'extérieur et là il est donc clairement parlant que la plus grande paraît donc la catégorie de 40 à 59 ans. Et particularité des graphiques en secteur, c'est que nous pouvons isoler, mettre en valeur l'une des parties. Pour cela très simple, par exemple la grande partie là, je peux cliquer dessus et la déplacer avec la souris. Et regardez ce qui se passe, voilà nous pouvons donc isoler cette partie-là, pour bien montrer que cette partie est la plus grande par exemple. Et nous pouvons jouer ainsi avec toutes les parties, les décoller comme les recoller. Tout cela à la souris. Et là aussi en allant dans création de graphique, vous aurez quelques exemples avec là aussi divers éléments ajoutés ou retirés. Et alors ce qui est sympa aussi, ce sont les légendes de données où là nous avons à la fois la catégorie et le pourcentage. Si nous effaçons ceci, par exemple en cliquant sur le bord et ensuite sur la touche Delete du clavier. Même chose pour le titre du graphique. Et bien voilà quelque chose de tout à fait correct et joli aussi. À mon avis avec tous ces éléments vous allez déjà pouvoir créer de jolis graphiques. Dans ce cours, nous allons demander à Excel de compter pour nous tout simplement, avec ou sans critères. En clair, ici j'ai une liste de noms avec quelques caractéristiques, une petite base de données, et je désire tout d'abord compter le nombre de participants dans la liste. Pour ce faire, je clique dans la case correspondante, toute formule commence par égal, et pour simplement compter le nombre de cases remplies en quelque sorte, c'est donc le nombre de valeurs, c'est-à-dire NB, val, NBVAL. J'ouvre la parenthèse, et là, à l'intérieur de la parenthèse, je vais par exemple sélectionner toute une colonne de noms, en laissant le bouton de la souris enfoncé, je m'arrête là, c'est-à-dire effectivement de la case A3 à la case A27, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et en effet, il y a bien 25 participants, puisque nous sommes à la ligne 27, moins la ligne 1 et 2, ça fait donc bien 25. Et la force de cette formule, c'est que si par exemple à l'intérieur de ma liste, j'ajoute des lignes vides, 1, 2, et encore une troisième ici, et bien malgré tout, il va nous donner le bon compte. Je recommence la formule NBVAL, parenthèse, et là, je vais sélectionner toute ma liste, dont les cases vides. Je ferme la parenthèse, Entrée, et vous voyez qu'il me met malgré tout 25, et oui, il ne prend pas en compte les cases vides, ce qui peut être très utile si vous avez une très longue liste avec beaucoup de cases vides. Ensuite, nous allons lui demander de compter, mais avec une condition. Certains prennent un repas chaud, d'autres pas, on va lui demander combien de personnes en prennent. Dans ce cas, je clique sur la case, égale, le nombre donc NB, et vu qu'il y a une condition ce sera .si, le nombre SI, donc NB.si. J'ouvre la parenthèse, et la Excel nous donne la structure de la formule. Tout d'abord, plage, point, virgule, critère. Donc la plage en quelque sorte c'est la liste, c'est là où il devra aller rechercher tous les oui. Je sélectionne donc toute la liste de oui et de non, cases vides incluses, la formule nous dit d'utiliser point, virgule, et là ensuite, on doit lui donner le critère. Le critère, c'est oui. Attention, entre guillemets, c'est important, donc nous ouvrons les guillemets, nous tapons oui, nous fermons les guillemets, et ensuite fermons la parenthèse. En clair, elle a recherché tous les oui, de la case 3 à E30, j'appuie sur Entrée, et en effet, il y a bien 11 oui dans la liste. Et bien sûr, si à un moment nous devons ajouter une personne ou en supprimer une, par exemple Kelly Wistiti qui prend un repas chaud, je la supprime, regardez à droite, tout se met à jour automatiquement, 25 passe à 24, 11 passe à 10. Si le NB.si fonctionne avec des critères textuels, il fonctionne aussi avec des nombres. Imaginons que l'on ait une activité réservée aux plus jeunes, c'est-à-dire aux moins de 16 ans. Dans la troisième case, nous allons donc compter combien de personnes ont moins de 16 ans. C'est parti, égale NB.si, nous ouvrons la parenthèse, cette fois-ci nous allons sélectionner les âges, tous les âges, voilà je relâche en bas, point, virgule, nous allons donc passer aux critères, et attention dans cette formule,
même avec des nombres nous devons utiliser les guillemets. Alors comment exprimer moins de 16 ? Voici un résumé des symboles, ce symbole-ci pour dire que c'est strictement inférieur à tel nombre, ce symbole-ci pour dire que c'est inférieur ou égal à ce nombre, et donc le contraire, ce symbole-ci pour dire strictement supérieur à ce nombre, et enfin supérieur ou égal à ce nombre. Dans notre cas, nous désirons garder tous ceux qui ont moins de 16 ans que des âges, donc des nombres entiers ici, c'est-à-dire 15, 14, 13, 12, etc. Ce qui fait que nous avons deux choix, soit de ceci pour dire que c'est inférieur ou égal à 15, soit de ceci pour dire que c'est strictement inférieur à 16. Utilisons par exemple la deuxième possibilité, entre guillemets, inférieur à 16, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et en effet, il ne restait de la liste que 5 personnes à 16 ans ou plus, 24-5, cela fait donc bien 19. Avec la bonne logique, vous y parviendrez, c'est sûr. Comment réaliser un classement automatique grâce à Microsoft Excel et uniquement avec des fonctions que nous avons déjà vues ensemble sur cette même chaîne. Allez, c'est parti. Voici donc pour l'exemple une liste d'équipes nationales de football et à chaque équipe nous avons attribué des points FIFA. Évidemment nous pourrons les modifier après, et ce que je désire, c'est avoir un classement automatique sur base des points de ces équipes, ce qui rendra notre travail beaucoup plus facile et organisé. Alors comment va-t-on faire cela ? Première étape, on va tout d'abord utiliser la fonction rang pour afficher le classement de chaque équipe. Cette fonction est très utile pour déterminer rapidement la position relative de chaque équipe par rapport aux autres. Vous verrez pourquoi après. Allez, c'est parti, je clique ici dans la première case pour la première équipe. Je tape égal rang, la fonction rang, j'ouvre la parenthèse, le nombre, donc je clique sur le résultat de la Croatie, point, virgule et là je dois sélectionner tous les résultats pour savoir le classement du 1670 par rapport aux autres. N'oubliez pas d'utiliser la touche FN plus F4 pour fixer les références. Cela permet de verrouiller les cellules sélectionnées, ce qui est crucial pour éviter les erreurs lors de la recopie de la formule. Ainsi, vous bloquez la ligne 3 et la ligne 17 dans les résultats, ce qui rendra la gestion de votre tableau beaucoup plus fluide et précise. Donc voilà, je ferme la parenthèse, Entrée et je vois que la Croatie est 9e. Je prends la petite poignée de recopie, le petit carré noir en bas à droite, je déroule et ainsi j'ai le classement pour chaque équipe. On voit que c'est bien le Brésil qui est premier avec ses 1841 points. Donc jusque-là, tout va bien. Il est intéressant de noter comment cette méthode facilite la visualisation des performances relatives des équipes. Cela peut être particulièrement utile lors de l'analyse des résultats dans les tournois ou les compétitions. Ensuite, nous allons réutiliser ces rangs pour notre classement automatique qui doit se situer ici. Alors pour ce faire, nous allons utiliser la fonction recherche V, nous allons rechercher le nom de l'équipe et ses points selon son classement. Cette fonction est très pratique pour récupérer des données précises en fonction d'un critère spécifique. Donc c'est parti, je clique ici, égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse. Donc valeur cherchée ici, je vais donc cliquer sur le 1 puisque nous recherchons le premier dans le tableau ici. Donc voilà, je clique sur le 1, très bien. Point virgule, la table matrice, donc je sélectionne toute la table du classement au résultat. N'oubliez pas d'utiliser la touche FN plus F4 pour fixer les références. Cela permet de verrouiller les cellules sélectionnées, ce qui est crucial pour éviter les erreurs lors de la recopie de la formule. Ainsi, cela bloque vraiment notre table matrice pour le reste. Point virgule, le numéro de la colonne. Eh bien les équipes ici se trouvent en deuxième colonne de mon tableau, donc je vais mettre 2, voilà. Et ensuite, point virgule, vu que l'on désire la correspondance exacte, je choisis faux. Je ferme la parenthèse, testons cela, j'appuie sur Entrée et c'est bien, le Brésil, c'est génial. Je vais utiliser la poignée de recopie et c'est absolument parfait, j'ai mon classement automatique. Je fais la même chose pour les points. Alors ce que je vais faire ici, c'est copier-coller la formule utilisée pour les équipes. Cela me permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données dans mon tableau. Donc voilà, je clique dessus, je prends la formule, clic droit, copier, voilà, j'appuie sur Entrée pour la laisser valider. Je la colle ici, donc je clique dans la case correspondante, dans la barre de formule, clic droit, coller. Et je n'oublie pas de changer le petit 2 en petit 3 parce que cette fois-ci, c'est bien la troisième colonne de mon tableau. Donc j'appuie sur Entrée, j'ai bien les points de mon équipe et si je déroule, c'est génial, j'ai bien les points de chaque équipe dans le bon ordre, dans le bon classement. Et alors pour vous prouver que cela fonctionne bien et surtout automatiquement, prenons par exemple ici la France qui est 4e avec 1779 points. Eh bien je vais modifier le 1779 en 1979, j'appuie sur Entrée et regardez, automatiquement, clac, tout le classement a changé et on a bien ici la France qui première avec ses 1979 points. Tout s'est modifié automatiquement à la seconde près. Même chose pour le Nigeria qui est dernier, voilà, je vais lui ajouter quelques points. Et clac, on voit qu'il remonte ici à la 12e place avec les points ajoutés. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les mises à jour rapides et efficaces de vos classements. Alors tout cela est très bien, néanmoins, je dois être honnête avec vous, il y a un petit piège, il y a une petite limite à cette méthode, c'est si nous avons une égalité. Allez,
Prenons par exemple ici Japon et on va la mettre à égalité avec l'Argentine, donc je vais mettre 1826, entrée, et voilà. Ici, ils sont tous les deux troisièmes, or mon classement attend un quatrième, comme vous pouvez le voir. Donc ici, il y a une erreur. Dans ce cas, c'est à vous de déterminer qui est avant qui dans ce classement. Vous pouvez aussi envisager des critères supplémentaires pour départager les équipes en cas d'égalité. Donc dans ce cas-ci, je vais par exemple décider que le Japon est bien troisième, mais l'Argentine est quatrième, donc à la main, là, je dois mettre 4 pour que mon classement ici soit bien mis à jour. Donc voilà, c'est la seule limite, mais dans tous les autres cas, vous voyez que cela fonctionne très bien et pourrait vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous vous amusez à faire des petits concours, des statistiques ou autres, et bien voilà, un moyen d'avoir un classement automatique. Alors, la méthode alternative, mais qui nous fera perdre ce côté automatique, mais qui évitera le problème de l'égalité, c'est d'utiliser le tri. Et alors, nous pouvons faire le tri directement ici dans le premier tableau. Par exemple, je sélectionne toutes mes colonnes, je vais donc trier et filtrer, tri personnalisé, pour être certain de notre coup. Nous allons donc trier par, ici c'est la colonne rang, donc je choisis colonne rang, valeur de cellule, c'est bien cela, et alors ici du plus petit au plus grand, puisque nous voulons du premier au 15e. Ok, et voilà, nous avons le classement. Il est à noter que cette méthode est idéale lorsque vous avez des données volumineuses et que vous souhaitez une vue d'ensemble rapide. Alors ce n'est pas automatique, à chaque fois vous devrez repasser par là pour avoir le classement actualisé si vous changez les valeurs, mais cela nous évite le problème de l'égalité ici. Il est bien que le Japon et l'Argentine sont toujours au quatrième, ils ne changent rien aux valeurs. Donc à vous de trouver quelle méthode correspondra le mieux à votre situation et à ce que vous voulez vraiment faire. Imaginez une liste de tâches pour votre travail, avec des cases à cocher. Chaque fois que vous cochez une case, la tâche se réalise automatiquement, un décompte s'affiche et une jauge se remplit. C'est simple à réaliser. Regardez cette vidéo pour apprendre comment. Si votre version d'Excel ne prend pas en charge les nouvelles cases à cocher, utilisez le contrôle de formulaire. Tous les détails supplémentaires sont dans une autre vidéo, lien en description. C'est parti, dans l'exemple, on a la liste des tâches et la première chose à faire, c'est d'insérer des cases à cocher en face de chaque tâche. Et pour ça, rien de plus simple, on sélectionne toutes les cellules en face des tâches, on va dans l'onglet Insertion, et on clique sur Case à cocher. Et la cellule de chaque case renvoie le résultat faux lorsqu'elle est décochée, et le résultat vrai lorsqu'elle est cochée. Et c'est à partir de ces résultats qu'on va pouvoir créer tout le reste. On commence par ajouter un décompte du nombre de tâches effectuées sur le nombre total de tâches. Pour ça, on sélectionne la cellule au-dessus des cases à cocher. Pour compter le nombre de tâches effectuées, on utilise la formule nombre.si. La formule nombre.si, elle permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Et dans l'exemple, il faut sélectionner toutes les cellules qui contiennent des cases à cocher, et pour le critère, on compte toutes celles qui renvoient le résultat vrai, ce qui est le cas des cellules cochées. On ferme la parenthèse de la formule, on valide, ce qui permet de compter le nombre de cases cochées, et on va modifier la formule pour ajouter au dénominateur le nombre total de cases. Donc on sépare simplement le numérateur et le dénominateur avec un slash, qu'on met entre guillemets, et on utilise le et commercial pour faire la jonction entre les deux formules. Et pour compter le nombre total de tâches, il faut utiliser la formule nombreval. Formule qui permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Et donc, dans l'exemple, ça nous permet de compter le nombre total de tâches. Puisque peu importe si la case est cochée ou non, elle renvoie un résultat, soit faux, soit vrai. Et donc, elle n'est pas vide. Et donc, dans l'exemple, on sélectionne à nouveau toutes les cellules, on peut fermer la parenthèse, et on valide la formule. Et cette fois-ci, on a le décompte du nombre de tâches effectuées sur le nombre de tâches totales. Ok, pour le décompte, et maintenant, on va ajouter une mise en forme conditionnelle pour pouvoir rayer les tâches effectuées. Pour ça, on sélectionne toutes les tâches ainsi que les cases à cocher. Ici, vous pouvez sélectionner uniquement les tâches, mais nous, on sélectionne les deux colonnes afin de mettre en couleur les cases qui sont cochées, en plus de rayer le texte des tâches effectuées. Ensuite, on se rend dans l'onglet Accueil, on déroule le menu Mise en forme conditionnelle, et on clique sur Nouvelles règles. Pour cette mise en forme, il faut utiliser une formule, et donc, la mise en forme s'appliquera lorsque la formule renverra le résultat vrai. Donc ici, il faut vérifier si les cases sont cochées ou non, et comme les cellules qui contiennent des cases à cocher renvoient le résultat vrai lorsqu'elles sont cochées, pour la formule, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher directement le résultat contenu dans les cellules qui contiennent des cases à cocher. Et pour la formule, il faut bien faire le test sur la première cellule tout en haut de la sélection. Et comme ici, on teste la cellule qui contient une case à cocher, il faut donc sélectionner cette cellule-là en premier. On enlève le $ devant le numéro de ligne pour que le test s'effectue sur les autres lignes. Par contre, on laisse bien le $ devant la lettre de la colonne, puisque peu importe qu'on se trouve sur la colonne C ou la colonne D, le test doit toujours s'effectuer sur la valeur contenue dans la colonne D, à savoir les cellules qui contiennent les cases à cocher. Et pour le format, on barre le texte et on met la couleur mauve, on valide.
Résultat, lorsqu'on coche une case, la case et le texte passent en bleu et le texte aussi. Maintenant, on va faire le listing des tâches qu'il reste à faire. Pour ça, on utilise la formule filtre, on sélectionne toutes les tâches et on inclut uniquement les tâches pour lesquelles les cases ne sont pas cochées. Et pour ça, il faut sélectionner toutes les cellules qui contiennent des cases à cocher et il faut les filtrer sur le résultat faux. Et pour le résultat si vide, c'est-à-dire dans le cas où toutes les cases sont cochées, on fait apparaître le texte « aucune » pour dire qu'il ne reste plus aucune tâche à faire. On ferme la parenthèse de la formule et on la valide. Comme ça, à chaque fois qu'on coche une case, elle disparaît de la liste des tâches à faire. On passe à la dernière étape, c'est-à-dire à la création d'une jauge qui se remplit toute seule à chaque fois qu'une nouvelle tâche est effectuée, à savoir à chaque fois qu'une case est cochée. Pour ça, il suffit de compter le nombre de tâches effectuées et le nombre de tâches restantes. Pour le nombre de tâches effectuées, on l'a déjà fait pour le numérateur du compteur de tâches, c'est-à-dire en utilisant la formule nombre.si, on sélectionne toutes les cellules qui contiennent des cases à cocher et pour le critère, on met vrai. Et pour le nombre de tâches restantes, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va compter les cellules qui renvoient le résultat faux. Et pour la valeur de la jauge, on va calculer le pourcentage de tâches réalisées. Pour ça, c'est très simple, il suffit de faire le nombre de tâches effectuées sur le nombre total de tâches. Donc pour les tâches effectuées, on peut directement sélectionner cette cellule et pour le nombre total de tâches, soit on utilise la formule nombre val, comme on l'a fait pour le dénominateur du compteur, soit entre parenthèses, on additionne les tâches effectuées plus les tâches restantes. Dans l'exemple, on va utiliser la formule nombre val et le résultat, on l'affiche en pourcentage en cliquant sur le symbole pourcentage. On a désormais toutes les données nécessaires pour la création de la jauge, donc on sélectionne les cellules qui contiennent le nombre de tâches effectuées et le nombre de tâches restantes, on va dans l'onglet Insertion, on déroule le menu graphique secteur et anneau, on choisit anneau, on supprime le titre et la légende pour ne conserver que le graphique, on réduit la zone de graphique, on va mettre 4,5 pour la hauteur et la même chose pour la largeur et on ajuste la zone de traçage pour qu'elle remplisse la zone de graphique. On double-clique sur le graphique pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage et pour le remplissage, on choisit aucun remplissage et pour les bordures, on choisit aucun trait. On clique sur l'anneau, on diminue l'épaisseur de l'anneau afin d'augmenter sa taille. On va maintenant s'occuper des couleurs de l'anneau et pour sélectionner chaque partie de l'anneau individuellement, il faut cliquer 2 fois dessus. Pour la partie remplie, on va la mettre en bleu, même chose pour la partie non remplie. Par contre, pour cette partie-là, on va mettre la transparence à 67% et il ne reste plus qu'à ajouter au centre de l'anneau le pourcentage de tâches effectuées. Pour ça, il faut utiliser une zone de texte, donc on va dans l'onglet Insertion, on déroule le menu texte et on clique sur Zone de texte. On dessine la zone de texte au centre de l'anneau et pour aller chercher le contenu d'une cellule depuis une zone de texte, il faut cliquer dans la barre de formule, on tape le signe égal et on sélectionne la cellule qui contient le pourcentage de tâches effectuées. On appuie sur la touche Entrée, on centre le texte horizontalement et verticalement, on augmente sa taille et on le met en vert. Et ici, l'anneau se remplit en fonction des tâches effectuées. Et pour finir, on peut masquer ces 2 colonnes, puisqu'elles servent uniquement à la création de la jauge, donc on les sélectionne, on effectue un clic droit et on clique sur Masquer. Alors ici, on rencontre un problème, en effet le graphique disparaît, puisque par défaut, le graphique ne tient pas compte des cellules masquées. Mais pour corriger ce problème, c'est très simple, il suffit de sélectionner le graphique, puis de se rendre dans l'onglet Création de graphique, on clique sur Sélectionner des données, puis sur Cellules masquées et cellules vides, et il suffit de cocher la case, afficher les données des lignes et colonnes masquées. Et on clique sur OK. Et le graphique réapparaît. Donc voilà comment suivre vos tâches avec une checklist créée à partir de simples cases à cocher. Vous pouvez personnaliser cette checklist selon vos besoins spécifiques en modifiant les formules ou en ajoutant des couleurs et des formats différents. Cette méthode est non seulement pratique mais aussi très visuelle, ce qui rend la gestion de vos tâches beaucoup plus motivante. Allons découvrir la fonction rang qui fait partie de ces nombreuses fonctions toutes simples à utiliser. Alors, voici le cas concret du jour. Nous avons ici les points obtenus par chaque athlète dans une compétition de course de Chihuahua. Et oui, voilà les différents athlètes, voici les points obtenus et je désire tout simplement obtenir le classement exact. Pas besoin de devoir trier ou de devoir calculer soi-même, Excel le fera grâce à la fonction rang. Je vais donc me placer dans le classement de la première personne pour démarrer ma formule. Comme toute formule, nous commençons avec égal, ensuite rang, très bien. J'ouvre la parenthèse et là, il nous propose nombre, puis référence. L'argument ordre n'aura pas d'importance ici dans ce cas. Alors, le nombre, eh bien il doit tester ce nombre pour cet athlète-ci. Je vais donc cliquer sur le nombre ici dans la case des 5. Il devra déterminer à quel classement correspond ce nombre par rapport aux autres. Donc très bien, point virgule. Et là, pour la référence, je dois sélectionner tous les résultats. Voilà, je sélectionne tous les résultats et je ferme la parenthèse, et tout va bien. Et là, on voit que Duncan est 4e. Donc jusque-là, tout va bien, sauf qu'il y a un petit piège. Et oui, j'ai envie de recopier ma formule pour chaque case en utilisant le petit carré noir.
Mais si je fais cela, à chaque fois, il va décaler d'une ligne dans mon tableau et le classement n'aura plus aucun intérêt. Pour éviter cela, afin qu'il garde toujours la même base quelle que soit la recopie, nous devons utiliser le symbole $ au bon endroit. Je retourne donc dans ma formule ici, voilà. Et alors, devant le 5 et devant le 16, je vais mettre le symbole $. Donc ici, ma base est de D5 à D16, et pour qu'il garde cela tout le temps. Ainsi, si je recopie ma formule, il n'y touchera plus. Et clac, nous avons directement le classement de chacun de nos concurrents. On voit que c'est Laurine qui a gagné, qui est première. Allez, un petit bonus pour cette vidéo. Nous allons faire un lien avec une autre vidéo qui abordait la fonction si. Un petit rappel ne fait jamais de tort. J'ai envie qu'Excel affiche directement ici qui obtient la médaille d'or, d'argent et de bronze, selon le classement bien évidemment. Je me place donc dans cette première case, un petit égal. Et je vais simplement dire, si le classement est 1, alors c'est médaille d'or. Si c'est 2, médaille d'argent. Si c'est 3, médaille de bronze. Donc je pars, j'ouvre la parenthèse, si cette case 5 égale 1, point virgule, alors il faut afficher entre guillemets or. Je ferme, tout va bien. Sinon, si j'ouvre la parenthèse 5 égale 2, point virgule, entre guillemets il faut afficher argent, voilà. Point virgule, sinon si j'ouvre la parenthèse 5 égale 3, je le tape à la main cette fois-ci, point virgule, alors il faut afficher bronze. On ferme les guillemets, point virgule, et si c'est ni or, ni argent, ni bronze, eh bien je veux qu'il n'affiche rien du tout. Dans ce cas-ci, je vais simplement mettre guillemets vides. Voilà. Nous n'oublions pas de fermer toutes nos parenthèses ouvertes, il y en a 1, 2, 3. J'appuie sur Enter et là, il n'y a rien, tout va bien. Ensuite, je recopie ma formule pour chacun, et voilà. C'est parfait, il nous a directement affiché qui a obtenu les différentes médailles, c'est assez génial. Donc voilà, petit rappel de la formule, si telle case égale 1, alors or, sinon si telle case égale 2, argent, sinon si telle case égale 3, bronze. Et si ce n'est ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, pas besoin de refaire ainsi, car il n'y a plus qu'une seule possibilité, n'afficher rien, c'est-à-dire des guillemets vides. Voilà, encore une petite fonction que vous connaîtrez en plus, c'est toujours cela de prix et de gagner. On se penche sur un outil essentiel, les tableaux croisés dynamiques. On va vous montrer comment ces petites merveilles peuvent donner vie à vos données en un clin d'œil. Vous voyez ça, voici nos données, produits, région, centre, quantité. On va vous montrer comment tirer le meilleur parti de tout ça, sans perdre de temps. Accrochez-vous, ça va aller vite, mais ça vaut le coup. Pour commencer, sélectionnez une cellule contenant vos données, puis maintenez les touches CTRL+L enfoncées. Cela va encadrer en pointillé toutes vos données dans une fenêtre. Cochez ensuite la case « Mon tableau comporte des en-têtes » et cliquez sur OK pour confirmer. Maintenant, vous êtes prêt à explorer vos données en insérant un graphique croisé dynamique. Rendez-vous dans l'onglet « Insertion » et cliquez sur « Graphique croisé dynamique ». Une fenêtre apparaîtra, assurez-vous de cocher « Nouvelle feuille de calcul » et appuyez sur OK. Sur la nouvelle feuille de calcul qui s'ouvre, vous verrez un espace réservé pour votre tableau croisé dynamique, accompagné d'un volet sur la droite contenant les différents champs correspondant aux en-têtes de vos colonnes. Vous pouvez faire glisser ces champs dans les différentes zones pour analyser vos données. Cependant, lorsque vous cliquez sur l'espace du graphique croisé dynamique, vous remarquerez que la zone « Légende » apparaît au lieu de « Colonne » et la zone « Axe » au lieu de « Ligne ». Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour démarrer, faites un clic gauche sur l'espace réservé à votre tableau croisé dynamique et faites glisser les champs à analyser dans les zones correspondantes. Je vais mettre le champ « Produit » dans la zone Ligne et Vente dans la zone Valeur, ce qui vous affiche automatiquement le graphique correspondant. Pour le modifier, commencez par faire un clic gauche pour le sélectionner. Ensuite, dans l'onglet « Création », cliquez sur ce curseur et choisissez le modèle qui vous convient. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un segment. Placez le curseur de votre souris sur le champ « Année », faites un clic droit et sélectionnez « Ajouter un segment ». Si vous souhaitez supprimer l'en-tête de votre segment, cliquez sur « Paramètres des segments », décochez « Afficher l'en-tête » et confirmez en cliquant sur « OK ». Vous pouvez également choisir un style différent en cliquant sur ce curseur. Vous avez également la possibilité de supprimer le contour du segment. Pour cela, tout en maintenant votre segment sélectionné, toujours dans l'onglet « Segment », faites un clic gauche sur ce curseur pour afficher les différents styles. Ensuite, faites un clic droit sur le segment que vous avez utilisé et sélectionnez « Dupliquer ». Donnez-lui un nom, par exemple « Personnaliser », puis cliquez sur « Format ». Dans l'onglet « Bordure », sélectionnez « Aucune » et confirmez en cliquant sur « OK ». Pour ce tutoriel, je vais cocher « Toujours utiliser ce style de segment pour ce document », puis cliquez sur « OK » à nouveau. Maintenant, vous pouvez apporter vos ajustements personnels selon la taille et le positionnement de votre graphique. Pour modifier la présentation du segment, sélectionnez-le, puis dans l'onglet « Segment », ajustez le nombre de colonnes. Je vais l'afficher 2 colonnes et ajuster la taille du segment. Pour modifier les éléments de votre graphique, cliquez sur le signe « plus » et décochez le quadrillage.
Supprimez la légende affichée sur la droite en décochant la case, pour éviter le double emploi avec les données sur l'axe vertical, décochez vertical sous axe. Modifiez le titre en sélectionnant la zone de texte, puis remplacez le texte existant. Enfin, masquez les champs qui sont sur le graphique en faisant un clic droit sur l'un des champs et en cliquant sur « Masquer tous les boutons de champ sur le graphique ». Maintenant que le premier graphique est terminé, vous pouvez l'insérer sur votre tableau de bord avec le segment. Maintenez la touche Shift enfoncée, puis cliquez gauche sur le graphique et le segment pour les sélectionner. Ensuite, appuyez CTRL plus X pour les couper. Rendez-vous sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et appuyez simultanément sur les touches CTRL plus V pour coller les éléments qui sont dans votre presse-papier. Vous pouvez ensuite redimensionner votre graphique en le sélectionnant. Pour créer un nouveau graphique croisé dynamique, repartez du premier tableau croisé dynamique. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, sélectionnez les cellules du tableau. Ensuite, appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour le copier. Sélectionnez une cellule vide et appuyez simultanément sur les touches CTRL-V. Si vous souhaitez conserver la largeur des colonnes, cliquez gauche sur le curseur Options de collage et sélectionnez Conserver la largeur des colonnes. Pour ce deuxième exemple, je conserve dans la zone ligne les produits et je supprime les ventes. Pour cela, maintenez le clic gauche de la souris enfoncée, faites glisser le champ Quantité dans la zone de valeur. Ensuite, allez dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, cliquez sur Graphique croisé dynamique et cette fois, sélectionnez un graphique de secteur. Cliquez sur OK. Ensuite, cochez Étiquette de données. Je vais également masquer les boutons de champ. Pour cela, faites un clic droit et sélectionnez Masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Pour modifier la couleur, allez sur l'onglet Accueil, sélectionnez Remplissage et définissez la couleur qui vous convient. Pour reporter votre graphique sur votre tableau de bord, sélectionnez-le avec un clic gauche, appuyez simultanément sur les touches CTRL plus X. Ensuite, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et faites CTRL plus V pour le coller. Il ne vous reste plus qu'à ajuster la taille de votre graphique. Pour continuer, retournez sur la feuille où figurent les données pour cette fois analyser en fonction des formations. Dans l'onglet Insertion, sélectionnez Graphique croisé dynamique et cliquez sur OK. Pour cet autre exemple d'analyse, glissez le champ Région dans la zone Axe et dans la zone Valeur, mettez Vente. Cliquez sur Modifier le type de graphique, choisissez le modèle barre en cliquant sur celui en barre et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez gauche sur le signe plus. Pour cet exemple, décochez le quadrillage et supprimez la légende pour éviter le double emploi. Avec les données figurant sur l'axe vertical, décochez Vertical. Pour modifier la couleur, allez sur l'onglet Accueil, sélectionnez Remplissage et définissez la couleur qui vous convient. Retournez sur le volet Champ de graphique, puis cliquez droit sur Produit et sélectionnez Ajouter un segment. Pour supprimer l'entête de votre segment, cliquez droit, sélectionnez Paramètres des segments, décochez Afficher les entêtes, cliquez sur OK, puis ajustez la taille de votre segment. Si besoin, dans l'onglet Segment, réduisez la largeur. Pour terminer, maintenez la touche Shift enfoncée, le segment étant déjà sélectionné, cliquez gauche sur votre graphique, appuyez simultanément sur les touches CTRL-X, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule, appuyez simultanément sur les touches CTRL-V et positionnez votre graphique et votre segment. Pour ajouter un dernier graphique, retournez sur votre feuille de tableau croisé dynamique, sélectionnez-le, appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour le copier, sélectionnez une cellule vide, faites CTRL-V, puis ouvrez l'option de collage et cliquez sur « Conserver les largeurs ». Retournez sur le volet « Champ de graphique », dans la zone « Ligne », conservez le champ « Région » et dans la zone « Valeur », supprimez la somme des ventes et faites glisser à la place « Quantité ». Pour insérer le graphique correspondant, dans l'onglet « Insertion », cliquez sur « Graphique croisé dynamique », sélectionnez si vous le souhaitez un modèle différent, par exemple en forme de courbe, et confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, cliquez gauche sur le signe « Plus ». Pour cet exemple, décochez le quadrillage et supprimez la légende pour éviter le double emploi. Avec les données figurant sur l'axe vertical, faites glisser votre curseur sur « Axe », puis faites un clic gauche sur cette flèche noire et décochez « Vertical ». Le cas échéant, allez dans l'onglet « Création », choisissez un autre style et sélectionnez celui qui vous convient. Pour modifier le style, masquez les boutons de champ en effectuant un clic droit et en sélectionnant « Masquer tous les boutons ». Pour reporter votre graphique sur votre tableau de bord, sélectionnez-le avec un clic gauche, appuyez simultanément sur les touches CTRL plus X. Ensuite, allez sur la feuille de votre tableau de bord, sélectionnez une cellule et faites CTRL plus V pour le coller. Il ne vous reste plus qu'à ajuster la taille de votre graphique. Voilà, vous avez votre tableau dynamique et les données changent en fonction de l'année choisie. À présent, si vous cliquez sur l'un des boutons du segment correspondant à l'année, les deux graphiques affichent les résultats correspondant en fonction de l'année demandée car ce segment est connecté à ce graphique.
Cela vous permet de visualiser rapidement et facilement les données spécifiques à chaque année, offrant ainsi une analyse dynamique et interactive de vos données. Cet exemple de tableau de bord interactif est terminé, mais vous pouvez l'utiliser pour les années suivantes, car les données ont été enregistrées sous forme de tableau. Je vais vous montrer avec un exemple, en ajoutant le chiffre d'affaires des produits pour 2025. Une fois que vous avez ajouté de nouvelles données, pour mettre à jour votre tableau de bord, dans l'onglet « Données », cliquez sur « Actualiser tout ». Pour que l'année 2025 apparaisse, sélectionnez le segment, allez dans l'onglet « Segment », sélectionnez 3 colonnes et ajustez la largeur. Et vous pouvez voir dans la partie basse de votre tableau de bord. Nous allons vous montrer comment utiliser Excel pour optimiser la saisie de données en automatisant le processus à l'aide d'un formulaire et d'une macro. Le but est maintenant de créer un formulaire convivial pour saisir ces données et une macro qui les ajoutera automatiquement à notre tableau. Créez une nouvelle feuille. Ouvrez Excel et créez un nouveau classeur. Renommez la première feuille en « Données employées » en faisant un clic droit sur l'onglet de la feuille en bas et en sélectionnant « Renommer ». Je lui donne comme nom « Données employées ». Dans la feuille « Données employées », commencez par entrer les en-têtes de colonne dans les cellules appropriées, nom, prénom, formation spécialité, diplôme et poste. Sélectionnez ensuite les cellules contenant ces en-têtes. Allez dans l'onglet « Accueil » et modifiez la couleur de la police ainsi que le fond en utilisant les options « Couleur de police » et « Couleur de remplissage ». Par exemple, vous pouvez laisser la police en noir et mettre un fond bleu. Ensuite, pour délimiter visuellement le tableau, ajoutez des bordures en sélectionnant les cellules du tableau et en utilisant les options de bordure disponibles dans le menu. Enfin, pour ajuster la largeur des colonnes, double-cliquez sur la bordure droite de chaque en-tête de colonne afin que le texte soit bien visible. Pour créer un nouveau formulaire, commencez par ajouter une nouvelle feuille. Cliquez sur le bouton « Plus » en bas, à côté de l'onglet « Données employées », puis renommez cette feuille en « Formulaire ». Ensuite, pour obtenir une feuille vierge sans quadrillage, accédez à l'onglet « Affichage » et décochez l'option « Quadrillage ». Dans la feuille « Formulaire », saisissez les étiquettes de champs tels que « Nom », « Prénom », « Formation spécialité », « Diplôme » et « Poste ». Assurez-vous de sélectionner ces étiquettes, puis changez leur couleur de police en noir et mettez-les en gras, soit en utilisant le raccourci CTRL+B, soit en accédant à l'option « Gras » dans l'onglet « Accueil ». Pour ajouter un titre, sélectionnez la cellule appropriée, saisissez le texte du titre et formatez-le en utilisant les options disponibles dans l'onglet « Accueil ». Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner, puis accédez à l'onglet « Accueil » et cliquez sur le bouton « Fusionner et centrer » dans le groupe « Alignement ». Ensuite, pour changer la couleur de remplissage de l'arrière-plan, sélectionnez les cellules souhaitées, accédez à l'onglet « Accueil » et cliquez sur le bouton « Couleur de remplissage » dans le groupe « Police ». Choisissez la couleur souhaitée dans la palette de couleurs. Enfin, pour changer le remplissage des colonnes de saisie en blanc, sélectionnez ces colonnes, accédez à l'onglet « Accueil » et cliquez sur le bouton « Couleur de remplissage ». Choisissez ensuite la couleur blanche dans la palette de couleurs. Pour intégrer une liste déroulante pour le champ « Poste » dans votre formulaire, commencez par créer une nouvelle feuille dans votre classeur et nommez-la « Poste ». Dans cette feuille, entrez les différents postes que vous souhaitez inclure dans votre liste déroulante. Revenez ensuite à la feuille « Formulaire » et sélectionnez la cellule où vous souhaitez placer la liste déroulante, par exemple, la cellule Poste. Accédez à l'onglet « Données » et cliquez sur « Validation des données ». Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez « Liste » dans le menu déroulant « Autorisé ». Dans le champ de source, sélectionnez les cellules contenant vos postes dans la feuille « Poste ». Enfin, cliquez sur « OK ». Désormais, une liste déroulante est disponible dans la cellule de votre formulaire, vous permettant de choisir un poste parmi les options que vous avez préalablement définies dans la feuille « Poste ». Maintenant je vais saisir le formulaire en mettant « Furtif » pour le nom, « NDI » pour le prénom, « Informaticien » pour la formation spécialité et « Master » pour le diplôme. Ensuite, pour le poste, j'ai utilisé la liste déroulante pour sélectionner l'option appropriée. Accédez d'abord à l'onglet « Développeur ». Si cet onglet n'est pas visible, rendez-vous dans « Fichier », puis « Options » et enfin « Personnaliser le ruban ». Cochez ensuite la case « Développeur ». Une fois cela fait, cliquez sur l'onglet « Développeur » et sélectionnez « Enregistrer une macro ». Nommez votre macro, par exemple « Ajouter données », puis cliquez sur « OK » pour démarrer l'enregistrement. Maintenant, copiez le contenu de la cellule B1, nom, et naviguez jusqu'à la feuille « Données employées ». Collez ce contenu dans la première cellule vide de la colonne « Nom » pour la première entrée. Revenez à la feuille « Formulaire » et répétez le processus pour les champs « Prénom »,« Formation spécialité »,« Diplôme » et « Poste » en les collant dans les colonnes respectivement. Une fois les données copiées, retournez à la feuille « Formulaire » et effacez les contenus des cellules pour préparer le formulaire à de nouvelles entrées. Enfin, pour terminer l'enregistrement de la macro, cliquez sur « Arrêter l'enregistrement » dans l'onglet « Développeur ».
Cela permettra d'enregistrer une macro qui peut être utilisée pour ajouter rapidement des données dans votre feuille « Données employées » à partir du formulaire, simplifiant ainsi le processus de saisie des informations. Ajouter un bouton. L'ajout d'un bouton dans Excel facilite l'exécution de tâches répétitives et complexes. Voici comment ajouter un bouton pour ajouter des données à votre formulaire. Tout d'abord, dans l'onglet « Développeur », cliquez sur « Insérer » et sélectionnez « Bouton de commande ». Dessinez ensuite le bouton sur la feuille « Formulaire » à l'endroit souhaité. Ensuite, vous devez assigner une macro au bouton fraîchement créé. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton et sélectionnez « Assigner une macro ». Choisissez la macro « Ajouter données » que vous avez précédemment enregistrée, puis cliquez sur « OK ». Redimensionnez le bouton si nécessaire et modifiez le texte du bouton pour qu'il affiche « Ajouter », ce qui indiquera clairement sa fonction. Maintenant, pour tester et valider le fonctionnement du bouton, commencez par remplir le formulaire avec des données d'exemple dans les champs « Nom », prénom, formation spécialité, diplôme et poste. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter » que vous venez de créer. Une fois les données ajoutées, vérifiez leur exactitude en accédant à la feuille « Données employées ». Assurez-vous également que les champs du formulaire sont bien vidés après l'ajout des données, ce qui vous permettra de préparer le formulaire pour de nouvelles entrées. Cette séquence d'étapes vous permet de créer un processus efficace et convivial pour ajouter et gérer les données dans votre feuille de calcul Excel. Dans de nombreuses formules Excel, les fonctions ET et OU sont utilisées. Nous verrons pourquoi. Dans quel cas? Bien évidemment, pour que la personne soit admise, il faut qu'elle ait à la fois rempli le formulaire, effectué le paiement et réussi le test d'entrée. Donc, en clair, il faut que les trois cas ici soient « oui » pour être admis. S'il y a un seul « non », c'est bien sûr refusé. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser la fonction « et » car les trois conditions doivent être réunies. Donc, je vais cliquer sur la case admission ici. Testons tout d'abord la fonction « et » toute seule. Nous verrons pourquoi après nous pouvons la lier avec la fonction « si ». Bien évidemment. Alors, je commence « égal » et voilà. J'ouvre la parenthèse et là-dedans, je vais mettre les trois conditions qui doivent être réunies. Donc, cette case-ci, voilà, en l'occurrence des 5, égale « oui » en majuscule. Voilà, exactement comme il est là. Parfait. Deuxième condition, donc là je vais mettre, cette case-ci doit également être égale à « oui ». Troisième condition, cette case-ci doit également être égale à « oui ». Donc voilà, bien, et quand c'est terminé, je ferme simplement la parenthèse, voilà. J'appuie sur Entrée. Et là, il me met faux. Et si je déroule ma formule grâce à la petite poignée de recopie, le petit carré noir en bas à droite, eh bien, nous remarquerons que, quand l'admission est acceptée, il nous met vrai. Par contre, quand elle ne l'est pas, il nous met faux. Donc, en clair, quand on utilise simplement la fonction et, si les trois conditions que j'ai mises sont réunies, il va mettre vrai, sinon faux, tout simplement. Alors vous pouvez me dire, oui, mais vrai ou faux, ce n'est pas ce que je veux, j'aurais préféré admis ou refusé. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la fonction si avec le « et ». Alors en clair, comment allons-nous corriger notre formule ici? Eh bien, au lieu de mettre égal, et je vais mettre égal si, et insérer le « et » à l'intérieur. Donc tout ceci sera le test de condition. Nous voilà, comme on a fait, si à la fois des 5, E5 et F5 sont égales à « oui », alors afficher « admis ». Sinon, si ce n'est pas le cas, afficher « refusé ». Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et voilà. Ici j'ai « refusé », je recopie ma formule, et voilà, « refusé » ou « admis ». Donc voilà comment lier les « et » « si ». Si vous me comprenez bien, voilà donc un cas simple, mais qui vous permet de bien comprendre comment utiliser ces formules « et » ou « ou ». Ce n'est peut-être pas super intuitif quand on ne connaît pas la logique, mais voilà, maintenant que c'est compris, vous ne ferez plus l'erreur, j'en suis certain. Voyons l'autre cas avec le « ou » cette fois-ci. Ici, nous gérons les entrées à la formation de coach en dressage lui. Très bien, tout un programme. Si le candidat répond à une seule des deux conditions, eh bien, c'est bon. Il est admis. Donc, peu importe laquelle. Dans ce cas-ci, s'il est un ancien professionnel, il est admis à la formation. Et s'il a suivi les cours préparatoires, il est également admis à la formation. Et rien n'empêche un ancien professionnel de suivre les cours préparatoires. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, ici 2, oui. Bref, une seule des deux conditions suffit. Dans ce cas-ci, égal non pas et, mais, j'ouvre la parenthèse. Ceci dit, soit cette case-ci égale oui, soit cette case-ci égale oui. Je ferme la parenthèse. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est le vrai. Il y a au moins un oui. Je déroule la formule et on voit ici que les deux non mènent sur faux. Mais dès qu'il y a un oui, c'est vrai, peu importe qu'il y en ait deux, qu'il y en ait un seul, le premier ou le deuxième, toutes ces personnes-là sont admises. La variante avec le si égale si, j'ouvre la parenthèse pour que le ou soit à l'intérieur. Si c'est bien le cas, affichez admis, sinon affichez refusé. Je ferme la parenthèse, voilà, c'est parfait. Je déroule ma formule et ainsi j'ai admis et refusé au lieu de vrai ou faux.
Vous prenez évidemment la variante que vous préférez. Maintenant, vous comprenez que ces fonctions peuvent être utilisées dans de nombreux cas, avec de nombreuses fonctions. À vous de voir dans quel cas elles sont le plus appropriées. Mais ainsi, vous avez maintenant la base et la logique en tête. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné ceci. Portez-vous bien.